Oui, c'est très difficile à faire seul d'ailleurs, à moins de suivre une formation. Dans ce cas-là, Ouais. bien sûr, ça peut être pris en charge en interne, mais Google adore dépenser de l'argent et le vôtre en tout cas. Sa spécialité à lui, c'est la communication. Et on sait combien ce sujet est important dans notre secteur. J'ai donc souhaité explorer ce domaine avec mon invité. Bonjour, Mathias Vivier-Merle. Bonjour Maxime, ravi d'être là. Merci beaucoup d'être présent. Est-ce que tu penses qu'il faut être un bon communicant pour être bon en communication ou est-ce que les deux n'ont rien à voir? Non, je pense quand même qu'il y a il y a des passerelles, Ouais, effectivement. Maintenant, la technique en communication suffit pas, donc aussi, je pense, l'intuition, la relation, il y a quand même beaucoup de choses, c'est ouais. je pense quand même que la communication, c'est avant tout des émotions et derrière communicant, parfois, j'entends plus la technique ou plus, des stratégies. Mmh, je te pose un peu la question de but en blanc parce que souvent j'ai l'impression qu'on mélange les 2 sujets, la communication dont on va parler qui fait partie du marketing, des 4 P, pour faire un peu de cours de marketing et la communication comme un communicant le ferait lors d'une prise de parole qui sont, en tout cas à mon avis, 2 sujets bien distincts, mais tu l'as dit, il y a peut-être, des choses similaires. Bon, on s'est mis un petit peu l'eau à la bouche. On va parler communication, tout le monde a bien compris ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses aussi, nous dire qui tu es, ton parcours. Avant qu'on fasse cet épisode, je te connaissais pas du tout. J'ai juste vu, passer ton agence, par-ci par-là, donc ça m'intéresse énormément de savoir, voilà, qui tu es, comment est-ce que tu as créé ton entreprise et ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, avec plaisir, ouais. J'ai créé l'agence KZN il y a 10 ans maintenant, en 2014. Une agence qui est spécialisée sur, la clientèle, sur des marchés haut de gamme et aussi sur les ventes complexes. Les ventes complexes, je vais les définir par tout ce qui va être, des cycles de vente assez longs. Donc, on a un type de clientèle sur, parfois 1 an, 2 ans avant de déclencher un achat. Tout ce qui est international aussi, ce qui est le cas d'un établissement hôtelier, par exemple, sur la Côte d'Azur, Mmh. avec, le monde entier, qui rejoint l'établissement. Et puis tout ce qu'on va dire, high ticket ou en tout cas positionné haut de gamme sur le marché, donc avec des ventes particulièrement complexes. Ça fait, 10 ans maintenant avec une clientèle principalement dans l'hôtellerie, mais j'aime à garder, de la diversité, en tout cas pour, intégrer beaucoup de particularités. Je pense par exemple, sur l'immobilier haut de gamme, on a beaucoup de passerelles avec l'hôtellerie. Finalement, c'est la même clientèle, donc on rassemble, les codes d'une clientèle exigeante, dans différents secteurs, d'activité. Ouais. Et c'est vraiment aujourd'hui, sur le digital qu'on se concentre avec, avec les 3 leviers principaux, qui sont, les réseaux sociaux, le référencement, et puis les campagnes digitales. On va en parler de ça, ouais, tout ce qui est SEO, SIA, également, c'est vraiment des sujets essentiels. Donc on comprend qu'en 2025, la communication, elle est quasiment 100 digitale pour un établissement. On va rester hôtelier parce que c'est le secteur, dont on parle beaucoup ici, mais on peut élargir sur l'immobilier et les autres. Bien sûr, oui, le digital a pris tellement de place, Ouais. aujourd'hui. C'est à la fois, c'est aussi peut-être un des plus grands challenges pour les établissements. C'est qu'aujourd'hui, les techniques qui étaient nécessaires et qui étaient utiles, il y a quelques années, sont toutes obsolètes ou presque. Mmh. Et puis le nombre de métiers à l'intérieur de la communication a complètement explosé. Ouais. Donc ça, c'est une donne qui a beaucoup changé aussi, pour, heu, pour les établissements. Ouais, c'est amusant parce que, tu le sais peut-être, moi je donne des cours de marketing, notamment en école hôtelière à Ferrandi-Paris au campus de Bordeaux et à la base, je suis pas du tout prof de marketing. Moi, mon secteur, c'est vraiment l'hôtellerie et je me suis formé au marketing avec le temps et en fait, pour donner ces cours, j'ai dû replonger dans des bons vieux bouquins de marketing et en effet, dès qu'on arrive à, la partie, digitale, en fait, tous les bons vieux livres de marketing, tous les porteurs et cetera, c'était avant l'ère digitale, donc il y a 10-20 ans de retard et j'ai eu du mal à me former, avec des livres. Bien Donc sûr. j'ai dû aller trouver les contenus, sur YouTube, sur du podcast, des choses beaucoup plus récentes, mais un peu les bibles qu'on a dans ce secteur-là, comme tu dis, elles sont, très rapidement obsolètes. Elles sont obsolètes. Alors j'ai eu la même démarche aussi pour donner, des cours en web marketing, Ouais.
à des élèves et même chose, toujours pour préparer les cours, on aime, se replonger, dans les classiques et au final, les classiques ont mal vieilli pour Mmh. beaucoup en communication et en plus, ce qui est particulier, c'est qu'il y a beaucoup de formations privées qui ont émergé, et qui sont passionnantes, qui sont d'un niveau, remarquable et je crois que c'est aussi, le digital permet aussi d'accéder à la connaissance aujourd'hui, de façon extrêmement simple Mmh. et on peut se former, grâce à internet, dans divers domaines. En accordant simplement, quelques mois sur un sujet, il est possible d'avoir vraiment un niveau très correct, quand on démarre en communication. Complètement. Ouais, non, c'est sûr. Donc, on comprend qu'il y a une dizaine d'années, tu as créé KZN, Mmh. c'est des initiales, alors on les aperçoit derrière toi. Ça veut dire un mot en particulier? Oui, la petite histoire de KZN, c'est issu de Kaizen, Ouais, qui a beaucoup un terme qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, grâce au avec le reportage d'Inoxtag, c'est ça? exactement, Ouais. exactement. Je m'y attendais pas du tout puisque, du coup, pour moi, c'était vraiment une raison sociale, pour mon plaisir personnel, et cette philosophie ou en tout cas ces méthodes, issues du Japon qui sont passionnantes sur l'amélioration continue. Mmh. Donc ça devait rester, comme, voilà, un plaisir personnel. Au final, le documentaire a mis vraiment en lumière Kaizen et ses méthodes. En tout cas, j'ai été, ravi que ça vienne sur le devant de la scène et que ça Ouais. reste pas simplement pour quelques initiés, oui. Est-ce que ça a eu de l'impact sur ton business à toi, ce reportage, Inox qui a fait plusieurs dizaines de millions de vues? Alors de l'impact, ce serait peut-être, trop, mais en tout cas, si on part du principe que le fait d'être dans les conversations est important en Mmh. communication, en tout cas, oui, on m'a demandé, est-ce que j'ai eu un pic de trafic sur le site internet? On m'a demandé, comment est-ce que je pouvais être déjà dans, la démarche Kaizen, en 2014. Donc oui, c'était intéressant. Puis surtout, ça permet d'expliquer la démarche, personnelle Mmh. avec l'équipe d'amélioration continue, d'apprentissage constant. Il y a aussi quelque chose de passionnant, c'est le fait que chaque personne dans une équipe doit non seulement donne son avis, mais doit donner son avis et participer à l'apprentissage, quelle que soit sa place. Et ça, c'est passionnant parce que je pense que ça peut s'appliquer à tout type de structure, de considérer la parole des uns et des autres de façon égale pour pouvoir améliorer, le process collectif. Mmh. Ouais. Je suis très admiratif de la culture japonaise pour plein de dans plein de différents domaines et c'est hyper inspirant, tout ce qui est Kaizen, mais aussi, tous les sujets autour de l'art des samouraïs, le bushido. Bon, c'est des choses dont j'ai déjà parlé qui font pas du tout partie de la thématique directe Hospitality Insiders, mais quand on parle d'excellence, quand on parle de, répétition aussi, tu vois? De mouvement d'amélioration continue finalement, bah, ces termes-là, y arrivent. Donc je pense qu'à un moment, je ferai un best-of, voilà, les inspirations du Japon et peut-être que je te réinviterai dans ce contexte pour parler, Kaizen. Ah moi, je suis un passionné, hein. Cette façon de considérer chaque, détail, comme, tout aussi important que l'ensemble Mmh. et en même on peut être qu'admiratif et les voyages au Japon sont extraordinaires. Je pense que les Français sont de plus en plus, fans de ce type de voyage. Ouais, ouais, je suis d'accord. Écoute, pour, recentrer la conversation sur notre sujet du jour qui est la communication, comment est-ce que toi, t'es tombé dedans? Pourquoi est-ce que tu as décidé de te spécialiser dans le domaine de la communication qui est assez spécifique dans le marketing? Oui, bien sûr, bah, sur mon parcours, j'ai été client avant d'être agence de com. Ouais. Donc ça, c'est une particularité. Je suis assez critique parfois de démarche quand on est étudiant, en communication. Ensuite, on est parfois salarié dans une agence de communication et puis un jour, on fonde son agence. Très bien, mais la relation avec le client, parfois est difficile sur le fait vraiment de se mettre à leur place et d'imaginer, ce que c'est aujourd'hui d'une démarche de frapper à la porte d'une agence. Donc moi, j'ai vraiment cette idée aujourd'hui hem, de vouloir créer l'agence, à parvenir à créer l'agence que j'aurais aimé avoir en tant qu'interlocuteur, en tant que client auparavant. Dans mon parcours, j'ai beaucoup travaillé à développer la marque Powerplate, qui était, à l'époque, les plateformes vibrantes, dans différentes structures et notamment dans les hôtels, hein. Donc ça a été
on va dire Attends, une Powerplate, c'est eux qui mais dans le sport notamment, non? ouais, exactement. Activité sportive et tu as des vibrations en même temps pour faire tes abdos, je crois, j'ai déjà vu ça Ouais, dans des salles, ouais. c'est ça. Alors bon, alors bien sûr, c'est plus, la même hype qu'à l'époque, Oui. mais en tout cas dans les années 2000, vraiment ça a été vraiment un best-seller sur le côté, wellness, et notamment dans les salles de sport. Mais finalement tout le principe avait été de sortir des salles de sport et de s'adresser à monsieur et madame tout le monde, qui n'étaient pas forcément, sensibles ou à l'aise, dans une structure sportive, traditionnelle. Donc Mmh. ça a été un parcours, pour moi fondateur sur la communication, puisque c'était vraiment, partir avec, une petite structure, avec, un produit, coûtait très cher, que personne connaissait, avec énormément de preuves à faire sur le marché, et du coup, c'est avant tout grâce à la communication que ce succès a pu avoir lieu, avec, j'étais, au développement, et avec la concrétisation de 300 centres Powerplate sur la France à l'époque. Et tout ça en partie, bien sûr avec un bon produit, mais en partie, grâce à la communication. Mmh. OK et ça, c'était ton dernier poste avant de créer ton entreprise? Alors j'ai créé aussi un réseau, qui s'appelle Mobile Board, et qui a été le 1er city tour, entièrement électrique, avec des véhicules électriques. Ouais. Et même chose, quand on est, très tôt sur l'électrique. Aujourd'hui, tout le monde presque parle de l'électrique, mais, on parle de 2010. Ouais, ah oui, Et très en avance. en Mmh. 2010, il faut vraiment penser qu'on était OVNI, sur la Mmh. partie, mobilité, individuelle électrique. Et ça aussi, très, très, très important de découvrir qu'entre 2010 et 2024, c'est le digital qui a permis au réseau son essor, pour pouvoir trouver finalement des personnes souhaitant faire des city tours, dans différentes villes de France, et les mettre en Mmh. relation avec les agences. Pour ça, il a dû développer des techniques de communication. Ouais et c'est donc suite à ça que toi-même tu décides alors là, tu étais déjà entrepreneur à ce moment-là, mais tu décides de persévérer et de créer une nouvelle boîte dans la com avec, KZN? La communication, c'est venu, des succès dans le digital avec, du coup, mon réseau, et j'ai eu plusieurs entrepreneurs, qui m'ont demandé des conseils. Dans un premier temps, ça a vraiment commencé sur des conseils. Est-ce que tu peux me donner des conseils dans le digital? Mmh. Et au bout d'un an, c'était plus des conseils, c'était: «Est-ce que tu veux travailler pour moi, ou est-ce que tu pourrais réaliser une prestation pour moi?» Et ça a mis encore un an supplémentaire, puisque moi, du coup, je disais: «Non, c'est pas mon rôle, actuellement». Et du coup, j'ai fini par accepter, pour un groupe de restauration. Le tout premier client, c'était un groupe de restauration. C'était passionnant, je pouvais pas passer à côté de cette opportunité. Et finalement, KZN est né, de cette première opportunité, donc sans, business plan, ou plan en tout cas de développement, mais avec un premier client, et de Mmh. devoir délivrer très, très rapidement des résultats. Ouais, je vois et alors aujourd'hui, une dizaine d'années plus tard, vous êtes enfin, comme ça, on comprend bien, vous êtes une combien de personnes dans l'entreprise? Alors on a une équipe de 10 personnes avec, avec vraiment un noyau, directement à l'agence, et puis ensuite des personnes qui sont également en télétravail. Je me suis ouvert, depuis le Covid surtout, à ce type Mmh. d'équipe, hybride. Ça fonctionne très, très bien. Ouais, très bien. On va donc parler, un peu plus hôtellerie-restauration. Ça m'intéressera que tu me dises aussi pourquoi est-ce que tu as voulu te spécialiser dans ce secteur? Est-ce qu'il y avait un lien? Puisque je comprends que par rapport à ton parcours, il y en a pas directement, donc j'imagine qu'il y a autre chose et je te pose la question suivante. Hem, d Dans les hôtels-restaurants, tu as dit que c'était une partie du s des un des secteurs principaux que tu accompagnais. Quel constat est-ce que tu fais sur la maîtrise des outils et des techniques de communication de tes clients notamment, prospects en tout cas, ceux avec lesquels tu échanges dans notre secteur? Hem, je crois que c'est encore assez inégal. Il y a une prise de conscience qui est certaine. C'est-à-dire que j'ai la sensation que les depuis 10 ans, les temps ont changé, mais ça reste très inégal, et surtout, malheureusement parfois encore un petit peu figé, statique sur des méthodes, qui ne sont plus d'actualité. Enfin, tout Mmh. va très vite sur le digital, et malheureusement je retrouve, parfois 3 ans plus tard, des structures qui ont exactement les mêmes actions de communication Ouais. que par le passé. Et aujourd'hui, c'est
strictement impossible de continuer à avoir des résultats si on ne bouge pas, régulièrement. Et quand je dis régulièrement, c'est plusieurs fois dans l'année, pas seulement, Ouais. pour le prochain plan de com annuel. C'est bien de donner un peu la périodicité, ouais, ça évolue tellement rapidement que tu es obligé de te mettre à jour, en pluriannuel. Donc c'est assez disparate et est-ce que, les gens avec lesquels tu travailles, et avec lesquels tu échanges, ils ont leur propre service de communication ou est-ce qu'ils externalisent? Et la question plus largement, c'est est-ce que tu vois, il y a beaucoup d'hôteliers qui nous écoutent qui sont des indépendants. Est-ce que tu leur recommandes d'embaucher quelqu'un à plein temps pour faire ça? Ou d'externaliser ou peut-être une autre méthode un peu plus hybride. Ouais, très, très intéressant, parce que je crois que c'est un sujet, central. Hem, peut-être important aussi de dire qu'on travaille aussi bien avec des indépendants qu'avec, des hôtels qui font partie d'un groupe. Mmh, Et c'est sûr, majoritairement plutôt des 4 étoiles, mais aussi, 3 étoiles. Donc on reste tout de même, dans un certain univers. C'est bien de le préciser par rapport à mes conseils. Hem, sur comment aborder, les RH en communication dans l'établissement, hem, j'ai je vais peut-être commencer par ce qui me semble le plus, la vraie fausse bonne idée de ces dernières années. quand tu dis aborder les RH, tu veux dire avoir un recrutement d'une personne de Ouais, communication oui, directement? OK, ouais. sur le Parce que qui j'ai va aussi être des questions de RH pour toi après, c'est pour ça que je te pose, cette question-là. bien sûr. Non, c'est qui va être en charge de la communication pour OK. l'établissement. Et peut-être commencer par la fausse bonne idée, il y a eu, depuis 3 ans, énormément de tentatives de recrutement en alternance et de placer la personne seule dans Mmh, l'établissement comme, responsable communication. Heu et je crois que ça a servi personne, non seulement, l'alternant, qui bénéficie pas de l'encadrement, mmh, mais après pour l'établissement, c'est difficile. Et nous, en agence de communication, en contact avec, l'alternant, c'est aussi, toujours une situation, délicate. Je vais plutôt conseiller de ce que j'observe, c'est souvent la fonction commerciale quand il y a pas, un vrai service communication dans l'établissement, c'est souvent la fonction commerciale qui d'accord. récupère la casquette communication. Et dans ce cas-là, bien sûr, il faut faire appel à une structure, externe. C'est une question de taille. Dès qu'on en a la possibilité en taille, c'est d'avoir une personne la plus polyvalente possible en interne et qui soit le relais de l'agence de communication. Ça, c'est l'idéal. Et bien entendu, si on prend le dernier palier sur certaines structures plus importantes, c'est d'avoir, une équipe, de 2-3 personnes, sur place. C'est assez rare, on voit même sur des tailles, on travaille par exemple avec un établissement de 600 chambres, Oui, heu, assez assez colossal. Et pourtant le service communication, c'est pas 10 personnes, dans l'établissement. Donc ce que je remarque, c'est impossible aujourd'hui pour, un établissement d'accueillir tous les métiers de la communication en interne. Quoi d'accord. qu'il arrive, c'est impossible. Et ben, parfois, on demande beaucoup trop aussi, à la personne qui est seule à la communication. On lui demande d'être à la fois, technique, créative. C'est Mmh, le stratégiste, le community manager, le vidéaste, ouais, le référenceur. Et il faut absolument faire appel à des forces externes. Donc en fait, compléter les compétences de la personne qui est en charge de la communication, c'est compléter, aller chercher en externalisant, toutes les d'accord, compétences, ouais. que vous pouvez trouver. Toutes ces compétences dont tu viens de parler, alors la vidéo typiquement, c'est pas le premier élément auquel on pense. Toi, tu les mets dans la grande bulle de la communication. Dans le même monde, ça fait partie des qualités qu'une personne, enfin un profil idéal qui travaille en communication devrait avoir. Oui, parce que la vidéo, ces 2-3 dernières années, a pris, une telle importance dans la communication qu'un minimum de compétences sur la vidéo me semble, indispensable. Et en plus Oui, parce qu'on ne peut pas forcément tout externaliser. Certains moments dans l'établissement vont être, capturés par une personne de l'établissement, et la totale externalisation est pas non plus une bonne idée. Il faut quand même, même si on est sur la fonction commerciale, et personne dédiée à la communication, on doit développer certaines méthodes pratiques, au moins oui. basiques, pour être le bon relais de l'agence. Complètement. Donc je retiens que ce format qui peut fonctionner, alors attention, hein, c'est pas, une méthode pour tous les établissements, mais d'avoir une personne, en interne qui puisse un peu coordonner
qui apporte ses compétences en communication et derrière d'externaliser, les autres compétences qui sont manquantes, soit une agence, soit peut-être différents freelances. J'imagine qu'il y a plein de manières aussi un petit peu de sous-traiter tout ce qu'on sait pas faire en interne? Bien sûr, il y a plein de manières. Il faut trouver la bonne solution. C'est peu lisible parfois, hein, le marché de la communication, Mmh, ces dernières années, est très éclectique. On va avoir, presque des parfois même un étudiant, dès les premiers mois de sa formation a déjà un statut auto-entrepreneur et va proposer ses services oui, à un restaurant local, de sa ville. Hem, c'est très, très éclectique et difficile, je trouve, de retrouver, de savoir à qui s'adresser, d'avoir des repères, sur ce marché. ouais. Tu as des conseils peut-être par rapport à ça? De comment faire pour, trouver les bons profils, quand on sait pas vraiment à quelle porte toquer? Oui, moi je crois beaucoup au conseil et à l'inverse de l'hyperspécialisation. C'est-à-dire qu'on a par exemple, une agence qui crée des sites internet uniquement, va vendre des sites internet. Donc si vous frappez à la porte de cette agence, avec ce projet, il y a de grandes chances que vous ayez un devis pour un site internet, Mmh, alors que potentiellement, peut-être que dans telle et telle situation, un site internet n'est pas nécessaire ou alors peut-être qu'il y a dans la chronologie, il y a peut-être mieux à faire au moment où on parle que de refondre un site internet. Donc j'ai envie de donner ce conseil sur l'hyperspécialisation quand vous vous adressez à à une structure ou à une personne qui est vraiment hyper spécialisée dans un domaine. Ne vous attendez pas à avoir des conseils, de manière globale sur la communication. Vous allez avoir exactement ce que vous venez chercher. Donc probablement, avant d'aller, chercher, cette hyper spécialisation, allez frapper à la porte de personnes qui vont, avoir une vue d'ensemble, c'est-à-dire, replacer la communication au service du business oui, et prendre un temps, important nécessaire pour comprendre la ouais, situation de l'établissement. d'accord. Si on vous propose un devis au bout de 30 minutes au téléphone, il y a de grandes chances qu'il y ait trop de zones d'ombre sur le projet et que vous partiez à fond dans une direction qui soit pas la bonne. Parce que, il faudrait quoi? Plus creuser, plus auditer l'établissement avant de pouvoir faire une proposition, c'est ça que tu veux dire? Exactement, exactement et parce que je relève que, beaucoup d'établissements, vont chercher un prestataire, pour un service. Ils ont déjà un service en tête. Mmh, Je cherche, du community management. Donc, on va frapper aux portes et on voudrait, l'animation des réseaux sociaux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de dézoomer, c'est de dire: «Est-ce qu'aujourd'hui, pour l'établissement, l'animation des réseaux sociaux est prioritaire? Est-ce que c'est le premier euro qu'on doit mettre sur le plan de com? Ou est-ce qu'il y a pas d'autres choses à faire?» ouais, ouais, complètement. Donc d'avoir cette vision un peu plus globale de qu'est-ce que j'ai actuellement, quels sont réellement mes besoins et en fonction d'aller creuser tel ou tel domaine et mettre le focus sur, un des différents leviers. Tu as parlé de site web tout à l'heure. La création et la mise à jour du site web, tu mets ça dans la bulle communication aussi ou pas? Oui, complètement, D'accord, complètement, complètement. Je vais regrouper tout ce qui permet d'être visible, et en particulier sur le digital. OK, très clair. Hem, alors, c'est vrai que je pose ces questions un peu naïvement, mais volontairement parce que souvent c'est pas très clair. Moi longtemps, je comprenais pas, est-ce que la communication ça faisait partie du marketing? Qu'est-ce qu'on y faisait? Qu'est-ce qu'on y mettait dedans et cetera? Et je pense que pour beaucoup d'hôteliers ça l'est pas complètement, donc j'aime bien l'idée, voilà, de tout ce qui permet d'être visible et particulièrement, digital puisque tu disais, aujourd'hui c'est ça qui est utile. Hem et peut-être amener un côté un peu plus business à la communication. En quoi est-ce que selon toi, cette communication, c'est un levier qu'on peut utiliser aussi, notamment d'indépendance, de l'entreprise face à, les plus gros? Je pense aux OTA typiquement, parce qu'on parle de communication, mais on peut parler aussi de distribution. Comment est-ce que cette communication, elle va te permettre d'aller chercher de l'indépendance? C'est sûr que cette analyse business, elle est indispensable. On voit trop souvent, des acteurs de la communication qui n'ont pas de finalité business. Mmh, C'est-à-dire, je pense parfois, je vais caricaturer, mais, des créatifs qui vont être très doués, mais ouais. qui vont rester dans un univers créatif au sens artistique, Mmh, sans être dans la finalité business. Et du coup, moi, ce qui me parle beaucoup, c'est d'allier les 2, de pouvoir allier à la fois,
l'image, le créatif, voire même le beau, au sens large, mais aussi des performances chiffrées et avec un objectif qui est davantage de chiffre d'affaires pour l'établissement, qui est parfois oublié, sur la communication et sur ce chiffre d'affaires, pour revenir sur les OTS, c'est bon, je crois que c'est un problème, assez large ou en tout cas le risque de dépendance est très fort. On le voit, c'est très éclectique aussi en fonction des établissements. Heu, je crois qu'il faut choisir, faire un vrai choix. Est-ce que je souhaite être propriétaire ou locataire de ma Mmh. clientèle? C'est un choix parce qu'on peut très bien décider de dire: OK, pour être locataire de ma clientèle, je préfère, partir sur cette stratégie et c'est très bien. Mais si on décide d'être vraiment propriétaire de sa clientèle, dans ce cas-là, il y a vraiment un plan de communication à mettre en place, qui soit cohérent et qui permet à l'établissement d'être visible. Je parlais tout à l'heure donc, sur la première partie, d'être découvert, de lui laisser une chance d'être découvert avec ce qu'on va appeler le haut du tunnel, tout ce qui va être, référencement naturel ou référencement, sur les réseaux sociaux qui est une tendance, très importante pour 2025 et puis si on continue aussi sur le bas du tunnel, sur les conversions, sur les réservations, sur notamment les campagnes payantes et c'est à ce moment-là que la rivalité avec les OTA, elle se fait le plus, c'est sur les campagnes payantes et les établissements indépendants peuvent vraiment rivaliser, sur, des prises de réservation, en direct, grâce aux campagnes payantes. OK. Tu peux être un peu plus clair pour, quelqu'un qui, comprendra pas la technicité? Alors déjà, moi, je comprends bien quand tu parles de tunnel, j'ai un entonnoir, sous les yeux et peut-être, voilà, expliquer ces différentes parties et comment est-ce que concrètement tu peux mettre ce budget en bas de ton tunnel pour, concurrencer, ce que tu pourrais mettre comme budget avec un OTA? Et d'ailleurs, peut-être le préciser, mais enfin, en tout cas, selon moi, il s'agit pas de dire ici, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit je fais de la communication, soit je fais des OTA, mais je pense plutôt que c'est un mix des 2 et que par contre, il faut adapter en fonction de ton établissement et des objectifs. Comme tu disais, est-ce que tu veux être plutôt locataire, plutôt propriétaire et tous les enjeux que tu as? Bien sûr. L'idéal est de mixer les 2. On rencontre quand même, je crois que c'est peut-être un signal faible, mais on rencontre quand même de plus en plus d'établissements qui affirment ne pas vouloir, être, revendus et avoir assumer une stratégie en direct. Alors c'est pas, Mmh. la majeure partie, mais j'ai l'impression qu'il y a 3-4 ans, j'avais beaucoup moins de contacts de ce type-là et qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est quelque chose qui arrive. Le mix des 2 me semble, parfait. Hem et sur la captation de réservation vraiment, ça va être si je vais simplifier, hein, mais c'est notamment via la régie Google Ads, il est possible d'aller chercher des réservations sur des recherches d'internautes, hem, qui vont être, encore dans le moteur de recherche. Alors bientôt ce sera peut-être sur ChatGPT ou ça Mmh. sera peut-être, à l'intérieur Complètement. de TikTok, hein. Le référencement est vaste et c'est un conseil d'ailleurs que je donne pour 2025, c'est de s'intéresser à toutes les façons d'être référencé et plus, uniquement sur le moteur de recherche, Google. Mmh. Mais sur la partie, tunnel dont tu parlais, c'est vraiment les campagnes payantes qui seraient, le premier euro pour aller chercher des réservations face aux OTA, c'est, Google Ads. Ouais. Donc te positionner sur un mot-clé très spécifique, par exemple dans ta région ou enfin, j'imagine qu'il faut pas, utiliser des mots aussi génériques que, hôtel, admettons, ou meilleur hôtel, France, mais peut-être des choses un peu plus spécifiques? Oui, c'est très difficile à faire seul d'ailleurs, à moins de suivre une formation. Dans ce cas-là, Ouais. bien sûr, ça peut être pris en charge en interne, mais Google adore dépenser de l'argent et le vôtre en tout cas. Et ce qui fait que les mots-clés trop larges, vont être, à 95 de l'argent jeté par les fenêtres. Donc Mmh. en 1er lieu, on pourrait même citer d'ailleurs le nom de l'établissement. Premier er 1 mot-clé, c'est la défense de la marque et de s'assurer, même si mon établissement est bien sûr, très souvent premier sur Google en naturel, sur son propre nom, autant l'être également, sur les sponsorisations et donc également sur le payant. Donc la 1re Mmh. action, c'est défendre sa marque, sachant aussi qu'on peut acheter, le nom des établissements concurrents. Donc vous pouvez être attaqué si vous avez de la notoriété, vous pourriez très bien avoir des concurrents qui achètent votre propre nom
d'établissement. Donc 1re action, c'est, une campagne défensive, en tout cas, d'être sûr que lorsque vous avez dépensé tellement d'argent pour qu'on vous connaisse, lorsqu'on tape le nom de l'établissement dans Google, faut être absolument sûr que la personne arrive chez vous et pas dans un autre. Mmh. Et puis ensuite, du mot-clé de niche, en tout cas du mot-clé suffisamment précis, heu, pour pouvoir être sûr que la majorité, est source de réservation. À ce moment-là, avec des mots-clés de niche, on peut même aller chercher, un marché européen, on peut aller chercher, des voyageurs, dans d'autres pays, sans aucun problème avec des budgets très limités. Mmh. Est-ce que les algorithmes, pour tout ce qui est SEO et SIA dont ce dont tu es en train de nous parler là, hem, changent aussi vite que ceux des réseaux sociaux? On a l'habitude maintenant d'entendre que voilà, sur les réseaux sociaux, ça change très souvent. Tu parlais tout à l'heure de te mettre à jour plusieurs fois par an, bah, notamment pour les algos de nos réseaux sociaux. Est-ce que c'est le cas aussi sur Google ou est-ce que ça reste un peu plus linéaire quand même d'année en année? Non, je pense que tout change très vite, il y a peu de aujourd'hui dans la communication digitale, il y a quasiment pas, un secteur qui ne change pas ou qui serait similaire, à l'année Ouais. dernière. Donc ça change très vite. Il y a parfois des nouvelles fonctionnalités, de nouveaux types de campagnes qui sont proposés dans les régies. Il y a aussi une stratégie, c'est-à-dire comme tous ces grandes sociétés luttent les unes contre les autres, il suffit d'avoir une percée de TikTok sur, de la vidéo courte et à ce moment-là, on va avoir, d'autres, régies ou réseaux qui vont pousser la vidéo courte en réponse, à la percée de TikTok. Donc, Mmh. tout est en mouvement et on doit vraiment rester à jour. Alors en tant qu'agence, mais pour l'établissement, ça peut être Oui. de la formation chaque année, comme on le fait d'ailleurs avec un de nos clients, c'est je crois que quasiment tous les ans, le budget formation est mobilisé, en partie sur la communication. D'accord, donc tu les formes aussi pour que eux ils comprennent un petit peu, Bien qu'ils sûr. sachent réagir en interne, aux actualités, algorithmiques notamment, mais pas que, en tout cas l'évolution des tendances. Oui, parce que je pense que la formation, lorsqu'on a, peu de personnes en interne dédiées à la communication, la formation elle est indispensable. Ça Mmh. permet d'une part de contrôler aussi les prestataires qui interviennent pour l'établissement. Sinon on se retrouve avec, des propositions, vous savez ces emails qu'on reçoit, heu, on reçoit des emails pour dire, «Je peux faire ça, pour vous, ça va révolutionner votre référencement en moins Mmh. d'un mois». Il faut avoir un petit peu de formation, un peu de connaissances pour, savoir est-ce qu'on saute tout de suite, dans le bateau parce que c'est vraiment, brillant ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il faut fuir parce qu'on est davantage sur du spam? Donc la Mmh. formation, c'est je pense que c'est pouvoir piloter, heu, sans faire forcément tout soi-même, mais vraiment pouvoir piloter, être exigeant avec ses prestataires Oui. et puis avoir une vision un petit peu plus lointaine que la gestion quotidienne de la communication. Avoir une stratégie en disant: «Voilà, en 2025, voilà quelles sont nos problématiques business et comment la communication peut être, au service et permettre de les atteindre». Mmh. Justement, donc on est en 2025, peut-être que tu parleras tendance, mais pas que. Si tu étais, hôtelier, dans un hôtelier indépendant, voilà, sans un budget extrêmement, conséquent, ce serait quoi ton plan de communication et quelles actions est-ce que tu prioriserais? En premier, il y a vraiment quelque chose que j'aime, c'est de faire un audit, d'e-réputation. En des termes plus simples, c'est observer tous les points de contact en ligne avec, votre établissement et avant de chercher à gagner de nouvelles réservations, c'est chercher à ne plus perdre toutes les réservations, Oui. ratées que vous ne connaissez pas puisque les personnes vous contacteront jamais pour vous le dire. Mais il y a des frictions, qu'elles soient sur les recherches Google, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être sur une fiche, établissement, Google, Business. Il y a des frictions, hem, quasiment la totalité aujourd'hui, heu, des internautes vont faire une recherche et vont checker pendant 10 secondes, 30 secondes, 1 minute Mmh. et tout se joue très, très vite et à ce moment-là, en fait, c'est simple, c'est soit la recherche continue, on se dit: «Cet établissement est exactement ce qu'il me faut» et on va à la réservation, soit il y a un stop immédiat
Et le stop immédiat, c'est pas toujours des grosses erreurs ou c'est pas toujours des grosses frictions. Ça peut être aussi la somme de 5 ou 6 points qui ont semblé douteux ou pas alignés avec les désirs de l'internaute. Donc, premier élément dans la stratégie, ça serait vraiment aller chercher toutes les réservations que l'on rate, ces réservations silencieuses perdues, euh, qui, qui ne nécessitent pas d'en avoir plus, mais surtout de ne plus en perdre. Et même les établissements les plus rodés peuvent améliorer cette réputation en ligne. Ensuite, on peut passer à l'acquisition. Et à ce moment-là, on va aller chercher de nouveaux clients. On va probablement mettre le premier euro en campagne digitale sur des intentionnistes, c'est-à-dire des personnes qui expriment le souhait de venir séjourner dans la ville et pas sur des profils. Parce qu'on voit aussi trop d'établissements qui courent immédiatement dans la direction des réseaux sociaux en organique, en faisant de l'animation organique des réseaux, donc du community management ou en tout cas des posts. C'est pas la première action si on revient sur le fait de dire voilà, budget restreint, par quoi on commence. Il faut savoir que créer une communauté, animer des comptes, ça prend du temps. Si on veut avoir des résultats beaucoup plus rapides, dans un premier temps, c'est vraiment de la campagne digitale payante. OK. Ce qui n'empêche pas à côté de construire progressivement, au fil des mois, au fil des années, une vraie stratégie organique sur les réseaux sociaux. Mmh. Et OK. peut-être un dernier point aussi, qui est sous-coté, c'est l'interview des clients. Alors on est un peu moins communication, on est peut-être un petit peu plus marketing si on joue sur les mots, mais en tout cas, de vraiment comprendre pourquoi les clients viennent aujourd'hui chez vous, qu'est-ce qui les séduit, qu'est-ce qui a motivé leurs actions. Donc avoir vraiment de l'interview poussée, un échange poussé avec vos clients. Et, et ça va être précieux parce que ça va vous donner des trésors pour comprendre comment communiquer l'expérience. Euh, on parle de brand content, en tout cas, comment créer du contenu qui corresponde vraiment à ce que déjà les clients actuels apprécient particulièrement chez vous. Ouais. Donc peut-être aller un peu plus loin que le questionnaire satisfaction qu'on a en fin de séjour et qui te parle de la qualité de séjour, mais de creuser en entretien, qualitatif avec, qu'est-ce qui a plu à ces clients au moment de la réservation, de pourquoi est-ce qu'ils ont cliqué finalement et qui nous ont décidé de nous faire confiance en venant dans notre maison, c'est ça? Oui, soit pour la décision d'achat, c'est très intéressant pour la décision d'achat, Ouais. mais je pense qu'aussi à l'issue du séjour, le fait de comprendre vraiment quel est le point le plus marquant, qu'est-ce que vous retenez de votre séjour chez nous, qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Et on est surpris parce qu'on a notre propre idée tout le temps et on le projette après dans la communication, on va le projeter dans une ligne éditoriale sur les réseaux notamment. Alors qu'au final, on découvre des trésors en prenant ce temps d'échange Mmh. sur les points marquants. C'est parfois en décalage, Ouais. sensible avec ce qu'on pensait. Hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Tu as des exemples ou des cas clients qui le font, qui le mettent en pratique? Moi, je l'ai encore jamais vu dans les établissements pour lesquels j'ai pu travailler ou que j'ai pu accompagner. Hem, j'ai un exemple surtout, je vais prendre un exemple extrême pour bien le comprendre, mais que j'ai vécu à l'étranger. Ouais. Heu, sur, j'étais au Kirghizstan, donc pays très différent certes, mais en tout cas l'établissement était persuadé qu'il fallait, ajouter des touches occidentales dans l'offre, dans les services, dans l'expérience client, parce qu'elle recevait une clientèle occidentale. Donc pour faire plaisir à ces occidentaux, donnons-leur, une saveur occidentale. Et ça a été passionnant d'échanger avec eux puisque au final, moi ce que j'ai retenu, c'est que la plupart des personnes qui étaient dans cet établissement, ce qu'ils avaient envie, c'était, découvrir la nature, Mmh. peut-être, même faire un feu de camp, des choses qui
au contraire étaient en rupture avec leur quotidien, parisien Ouais. et ça a été un échange, très, très enrichissant parce que, du coup, ça m'a permis de comprendre qu'on a toujours tendance, à projeter, nos propres idées. Alors que là, en l'occurrence, c'était complètement raté, d'essayer en plus de copier, quelque chose dont on n'arrivera jamais à donner la saveur originelle. Mmh. C'était pas une bonne idée. Mais je pense que c'est le plus fort, c'est vraiment ça, c'est de se dire que les clients ont des trésors, ont des éléments à nous donner. Heu, Peut-être que ça fait 3 ans qu'on les a pas interrogés vraiment, sur pourquoi ils sont là, et à la fois ce qui leur a pas plu parce que souvent on passe du temps sur ce qui ne plaît pas, mais passons du temps sur les clients qui sont ravis et au lieu de simplement, accueillir un compliment, peut-être de le pousser, de dire: «Bah, je suis ravi que vous ayez passé, du bon temps, parmi nous, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer, vraiment pour quelles raisons, qu'est-ce que ça a procuré chez vous, est-ce qu'il y a il y a quelque chose à aller chercher et dans ce cas-là, on va plus aller après sur l'émotion, sur les contenus et beaucoup moins sur les fonctionnalités puisque c'est aussi la dérive, classique, où on liste, le nombre de sèche-cheveux, dans l'établissement. Ça permet aussi d'orienter, je pense, l'équipe vraiment sur la partie émotionnelle plutôt que fonctionnelle. Ouais. Ouais. En 2025, dans les tendances, peut-être, se concentrer sur notamment les réseaux sociaux parce que c'est là où ça bouge beaucoup et on sait qu'il faut, hier et tu l'as bien précisé. Est-ce qu'il y a un réseau social sur lequel il faudrait selon toi mettre de l'énergie, en tant qu'hôtelier restaurateur? Et peut-être une tendance en particulier à suivre, que ce soit sur le format, sur le type Mmh. de contenu et cetera? Alors tout dépend de la maturité de l'établissement, vis-à-vis de la communication, puisque Instagram reste encore, indétrônable, lorsqu'on démarre le 1er réseau, sur lequel vraiment investir du temps, c'est Instagram, encore Mmh. aujourd'hui et donc selon la maturité de l'établissement, on voit petit à petit arriver, TikTok, avec ses difficultés. C'est que ça nécessite énormément de vidéos, énormément de quantité. Heu, il y a beaucoup de réticences que je peux comprendre aussi parfois par rapport au type de contenu tout venant qu'on retrouve sur TikTok. Donc selon la gamme de l'établissement, ça peut être aussi, un problème de se retrouver au milieu de contenus très peu qualitatifs. Heu, Instagram reste encore aujourd'hui indétrônable dans l'inspiration pour les voyages ou pour les séjours et du coup, dans les tendances, ça serait vraiment plutôt le référencement. Le référencement sur les réseaux commence à se développer énormément. C'est-à-dire qu'avant, on était dans le divertissement et donc on utilisait uniquement les réseaux pour se divertir Mmh. et récemment, dans les comportements d'internautes, on utilise aussi les réseaux pour s'informer, pour rechercher de l'information, ce qui était pas le cas Ouais, auparavant. ouais. C'est une tendance qui va s'amplifier énormément en 2025. Par exemple, un Instagram, hashtag restaurant, hashtag food, pour aller trouver un restaurant autour de soi? Ouais, dans la fonction de recherche, alors, pas forcément avec les hashtags, hein, c'est tout Ouais. simplement directement avec les termes et le réflexe d'aller, alors c'est vraiment TikTok qui a percé sur la recherche, qui a quasiment créé un moteur de recherche, très intéressant à l'intérieur Mmh. du réseau et en réponse les autres, réseaux, suivent Oui. et motivés aussi par la Gen Z, les plus jeunes qui délaissent le moteur de recherche, comme recherche d'information, qui vont chercher Mmh. directement dans leur compte de réseaux sociaux l'information et à qui ça ne viendrait pas à l'idée de venir remplir la barre Google. Oui. Oui, complètement, qui ne sortent pas de leur réseau social favori pour pouvoir aller faire de la recherche et donc tu dis que TikTok alors je suis pas du tout utilisateur de TikTok, donc c'est vrai que j'ai assez peu d'expérience, de ce réseau-là. Je savais pas qu'il y avait une barre de recherche spécifique, mais par contre je le vois sur Instagram, des utilisateurs, notamment Gen Z, qui, recherchent, pleinement à l'intérieur, qui, recherchent sur la carte aussi des lieux, localisés par rapport à eux, leur centre d'intérêt, ce qu'ils ont envie de faire et cetera. Des tendances pour, ensuite prendre, enfin, faire, prendre une décision par la suite et en effet, c'est un très, très bon point qu'être actif là-dessus et tu le glissais tout à l'heure aussi,
les IA et notamment les IA génératives et ChatGPT et compagnie, qui eux aussi intègrent désormais une barre de recherche, en tout cas une possibilité de faire une recherche en ligne aussi. Donc peut-être qu'il y a, une réflexion à avoir sur le positionnement vis-à-vis de, ces IA-là aussi, que tu crois? Complètement. C'est encore un petit peu tôt, mais c'est passionnant parce que les IA, le référencement, le SEO, sur, ChatGPT, c'est quasiment ce qu'on faisait il y a 15 ans, 20 ans sur Google. D'accord. C'est passionnant du coup parce que c'est encore très peu performant, mais on sent tout le potentiel. La grosse différence, ça reste quand même que ChatGPT aujourd'hui est pas mise à jour, comme Google, quasiment en temps réel. Oui. Donc ça, pour vraiment faire du SEO, performant sur ChatGPT, il faudra qu'il y ait, une réformation du système qui Mmh. fait on est sur des données, très fraîches et donc en réalisant des modifications de mon côté, je sais que dans les prochains jours, prochaines semaines, ces modifications vont permettre d'avoir un impact. Pour Sûr. l'instant, c'est encore assez limité. Quand on fait des tests, on retrouve parfois des termes de l'établissement qu'on a saisi en 2023 parce que Oui. les termes de la fiche Google, par exemple, qui est repris, dans ChatGPT, ne sont pas à jour, Mmh. aujourd'hui. Donc c'est limité, mais le potentiel est gigantesque. On est déjà à 5 de la recherche qui a basculé, côté IA. C'est à la fois rien, mais on passe d'un Quand on voit à monopole, quelle vitesse est-ce que ça évolue, en fait 5 exactement. en même pas 3 ans, c'est juste monstrueux. C'est ça et on commence à deviner les critères petit à petit qui vont permettre à un établissement d'apparaître plus souvent dans les recommandations de ChatGPT et c'est sûr qu'il faut s'y intéresser dès maintenant. Je pense qu'au moment où on parle pour un établissement, c'est un petit peu tôt, ça reste technique, on est Mmh. plus maintenant dans une tendance de demain Ouais, tendance et 2026, on refera ouais, l'épisode. exactement. Assez intéressant. Mais cela dit, je comprends aussi, enfin, c'est moi qui déduis, hein, ou qui interprète, le travail SEO que tu fais sur un Google habituellement, il permet de bénéficier aussi dans tous les cas à, ChatGPT, Perplexity ou autres IA, intégrant des moteurs de recherche, puisque ces IA-là, elles se nourrissent de ce qu'on trouve notamment sur Google et les autres moteurs. Oui, 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 elles se nourrissent, mais pas suffisamment souvent D'accord. à mon goût pour l'instant, donc C'est un problème de rafraîchissement c'est un problème de de l'information. exactement. Si vous interrogez votre IA, elle va souvent vous dire que ces données sont mises à jour, peut-être de décembre 2023, alors qu'on est, en 2025 Mmh. et ça, c'est la limite. Par contre, vous le c'est je crois beaucoup à ce qu'on se projette dans quelques mois, dans quelques années. Il sera beaucoup plus pertinent pour nous de demander, sur une IA des conseils de séjour, des conseils, pour avoir tel type d'établissement, à tel endroit, mais avec tel style. Je voudrais qu'il y ait, tel type de vue, je voudrais que et ça ira beaucoup plus vite, D'accord. d'aller sur l'IA que d'aller dans le moteur de recherche, Ouais. traditionnel qui va devenir, obsolète, très, très rapidement. Alors Mmh. Google tente de contrer en intégrant de l'IA directement dans ses résultats de recherche. Donc en fait, c'est de l'hybridation du SEO qui fait que si on se projette à 5 ans maintenant, on verra que les SEO seront multiples et Ouais. le jeu va devenir de plus en plus avancé parce qu'il faudra agir sur des leviers, multiples et complémentaires. Mmh, complètement. Je reviens sur les réseaux sociaux pour une dernière question, mais tu l'as peut-être déjà écouté. On a fait un épisode très récemment avec, Florence Kowalski qui est ghostwriter, et elle nous parle de Pinterest. Alors c'est vrai que Pinterest, on entend très peu parler. Heu, Personnellement, c'est encore un réseau que je n'utilise pas. Je crois que dans les statistiques d'ailleurs, c'est 95 de public féminin sur ce réseau. Moi, j'y ai jamais mis les pieds, mais je vois, ou plutôt j'en entends de plus en plus parler. Je voulais aussi ton avis, d'expert sur, et peut-être des cas clients où tu vois que c'est utilisé par tes clients et que c'est performant? On reste sur un réseau complémentaire. C'est-à-dire que ça peut être intéressant quand on a déjà une bonne stabilité, quand on a mis quelque chose de bien en place, notamment, sur Instagram. On peut imaginer aller sur de nouveaux réseaux. L'avantage de Pinterest par rapport à TikTok, c'est que ça nécessitera tout de même beaucoup moins de temps, Mmh.
heu et le temps est difficile ou précieux, dans les établissements, donc l'avantage, ça serait vraiment plutôt sur la faisabilité, d'aller, sur Pinterest, mais on reste sur du complémentaire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le réseau de l'inspiration, Ouais. donc on est essentiellement porté sur la déco, sur la mode. Maintenant, l'inspiration, voyage, l'inspiration, lifestyle est aussi très, très présente, Complètement. sur Pinterest et une personne par contre, on remarque qu'il y a beaucoup d'engagement. Quelqu'un qui vraiment a des habitudes Pinterest, heu, c'est quelqu'un qui va l'utiliser, réellement. C'est pas Mmh. simplement des inscrits avec des comptes dormants. En principe, c'est vraiment des personnes, qui créent des tableaux, qui l'enrichissent, au fil du temps, à l'image d'un mood board, hein. Ce qu'il faut voir sur Pinterest, c'est comme une sorte de mood board qu'on va créer épingler des sources d'inspiration et on Mmh. peut le faire aussi vis-à-vis Oui, de l'hôtellerie. La difficulté, c'est le nombre de réseaux. Moi, je conseille tout de même de rester sur un petit nombre de réseaux très bien maîtrisés, plutôt oui que de partir sur 4, 5, 6, qui au final, seront peut-être plus animés au bout d'un moment, et qui vont pas être très performants. tu as utilisé ce terme de réseau social incontournable tout à l'heure. Selon toi, si on devait faire un focus sur, allez, 2-3 réseaux, je suis un hôtel, restaurant, quels sont mes réseaux sociaux principaux incontournables? Bah, incontournable, le cœur, ça reste Facebook, Instagram. D'accord. Heu, Facebook, tu je les mets encore dedans? je Tu le mets cite quand encore dedans? même Facebook parce Ouais, que c'est quand même, on fait souvent le procès à Facebook. Chaque année, on annonce la mort de Facebook, c'est assez marrant. En fait, c'est simplement un réseau qui évolue, mais c'est donc il est certes mort, dans son format, précédent, mais Facebook, notamment sur une clientèle plus de 50 ans, ça reste un réseau exceptionnel. On a quasiment, le panel total de la population, avec un compte Facebook. On fera pas la même chose, c'est un réseau totalement différent d'Instagram ou des autres d'ailleurs, mmh, sur lequel, sur lequel on va engager des conversations, de façon beaucoup plus simple, que vous ne ferez pas sur Instagram. Engager des conversations, ça reste très difficile. C'est pas un réseau facile sur l'échange, sur l'aspect, ouais, vraiment social du réseau. Facebook l'est énormément. C'est très, très, très intéressant d'aller engager des conversations, sur Facebook. Alors bien sûr, ça dépend de votre établissement, ça dépend de l'audience, mais Facebook est loin d'être hors jeu. C'est simplement qu'il faut savoir l'utiliser, tel qu'il est aujourd'hui. Et le mmh cœur mh. le cœur, c'est pour moi Facebook, Instagram et on remarque par contre, la percée de LinkedIn ces derniers temps, Oui, heu, très, très, intéressant, avec beaucoup de réticence. Nos clients, souvent se disent: «Mais qu'est-ce qu'on va aller faire sur LinkedIn? Pourquoi?» C'est pas ouais, notre domaine et en fait, c'est vraiment un réseau que je placerai dès 2025 en 3e position, dans très mon bien. classement. Mais pour aller chercher des clients ou des candidats? Eh bien les 2. Les 2. Parfois, on a oublié que derrière les pros, il y avait aussi des êtres humains, des consommateurs individuels. Mmh, Donc, bien sûr qu'on peut avoir une stratégie, de marque employeur, aller chercher, des talents du recrutement, sur LinkedIn. Mais bien sûr, tout entrepreneur qui est actif sur LinkedIn est aussi potentiellement un consommateur, de l'établissement. Donc on l'oublie, trop souvent. d'accord, Donc ouais, on a enfermé LinkedIn dans un réseau B2B. oui, C'est complètement obsolète. En fait, LinkedIn a tellement changé ces dernières années, on pourrait presque dire parfois à regret qu'il se facebookise, un petit peu trop, mais ça c'est pour les anciens. Ça mérite vraiment d'avoir une stratégie, LinkedIn. On peut obtenir des résultats très intéressants, aussi bien en hôtellerie qu'en restauration. tu m'as fait une passerelle parfaite parce que, ça fait aussi partie des sujets que je voulais aborder avec toi de communication RH, et LinkedIn me semble être un bon outil, mais peut-être qu'il y a d'autres choses dont on peut parler là-dedans. Je te le dis comme je le pense, aujourd'hui, les établissements hôteliers, hôtellerie-restauration, alors beaucoup d'établissements et dans beaucoup de secteurs à mon avis, mais comme souvent l'hôtellerie-restauration, on n'est pas du tout les plus novateurs en termes de communication RH, donc recrutement et plus largement marque employeur. Je trouve que notre secteur est assez, mauvais élève, voire
clairement catastrophique. On a des communications ennuyantes. Tu vois, moi, j'ai eu l'occasion d'animer des conférences, et des tables rondes sur lesquelles j'ai partagé ces sujets-là. En fait, moi, si aujourd'hui je devais candidater dans un hôtel et que je regarde purement leur communication, dans la plupart, je ne candidate pas. Je trouve ça assez, alertant et je me demande comment est-ce que peut-être utiliser des codes que tu nous as partagés ici ou que tu voudrais ajouter, des codes de communication, dans les RH et finalement, enfin, pourquoi, dans quel intérêt et qu'est-ce qu'on peut espérer en obtenir? Oui, la difficulté de recrutement, elle force finalement tout le monde à s'intéresser à la marque employeur ou à aller sur des terrains, qui étaient pas forcément nécessaires Oui, auparavant. Donc c'est le bon côté des choses, c'est complètement. sûr que, c'est souvent par la force des choses qu'on est obligé d'y aller. Je remarque quand même que les investissements, même financièrement désormais, sur la communication dédiée au recrutement bénéficie de budget, ce qui était Mmh, pas le cas avant. C'était vraiment, absent, totalement. On a, encore parfois une communication, pour le recrutement qui est ennuyeuse, parce que rangée dans la case, sérieuse. C'est-à-dire sérieuse au sens, il faut vraiment, on est dans l'univers pro, donc c'est comme LinkedIn par exemple aussi, bah, si je communique sur LinkedIn, il faut à tout prix être très sérieux, très lisse, au risque d'ailleurs d'être très neutre et complètement, insipide et du coup, c'est intéressant plutôt de raisonner, il y a eu beaucoup de travail ces dernières années sur l'expérience client et de raisonner exactement de la même façon avec l'expérience employé mmh, et si on peut vraiment, coller, les 2 raisonnements à l'identique. Comment est-ce que je peux améliorer, l'expérience employée? Et ensuite, comment est-ce qu'on va pouvoir, communiquer cette expérience employée, à l'extérieur pour essayer de, sensibiliser tout d'abord, c'est-à-dire, simplement, faire en sorte qu'on connaisse, l'établissement, convaincre de nous rencontrer, de candidater et puis après aussi fidéliser parce que c'est exactement le même ordre, c'est important aussi de garder, par exemple son saisonnier, mmh. au fil des années. Dans cette dynamique, tu as des conseils applicables d'action que peut mettre en place un hôtel ou un cas client, des choses que tu vois qui fonctionnent bien et qui soient un peu, novateurs, si j'ose le terme, dans notre secteur, qui ne l'est pas toujours, mais voilà, qui ont un peu innové là-dessus par rapport à ce qu'on peut voir, l'essentiel du temps? Ce que je trouve le plus innovant, c'est vraiment cette duplication, des méthodes pour le client Mmh, aux méthodes pour le recrutement. Je prends un exemple sur la vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure. oui. Heu, on est, sollicité aujourd'hui, ce qui était pas le cas auparavant, pour réaliser des clips vidéo professionnels pour le recrutement. Mmh, Alors qu'auparavant, on était sollicité uniquement pour réaliser des clips vidéo pour les clients, pour donner envie de réserver dans l'établissement. Mais pour donner envie de candidater et venir travailler dans l'établissement, c'est je crois quelque chose, bon, le covid est passé par là, oui, oui, oui. au milieu, hein. C'est quelque chose, qu'on fait depuis, 2 ans et qu'auparavant, je crois, Ouais. n'avait jamais été fait. Donc en Mmh. fait, c'est l'intention de mettre les mêmes ressources, la même démarche qualitative pour attirer des talents. Donc déjà, il y a la notion financière, mais il y a la notion, de qualité et ensuite ce que, Et pardon, mais j'abonde dans ton sens et d'utiliser les bons formats, un format engageant comme la vidéo. On a envie de candidater dans une entreprise où on va voir, les collaborateurs actuels qui parlent, qui nous bien incitent sûr, à les rejoindre. Ça donne envie d'aller travailler dans cette entreprise plutôt qu'un post LinkedIn qui est en fait une fiche de poste, bien sûr. classique qui fait pas rêver, dans lesquelles on n'a même pas des informations essentielles telles que le salaire. Ils Non, se mais c'est reconnaîtront qui vont. c'est plus possible en tout cas, d'imaginer qu'on va, être désirable et pouvoir séduire, des talents avec une grande page de texte, technique. Mmh, Tout à l'heure, je parlais des émotions, versus fonctionnalité, c'est pareil, un job aujourd'hui, quel que soit le job, c'est pas une liste de tâches, avec des tirets, ça va être beaucoup plus et donc on doit le faire passer, avec, la vidéo qui est le plus facile à consommer. C'est que sur un spot aujourd'hui de 45 secondes, on peut avoir, l'envie ou, saisir quelque chose qui va permettre de se dire: «Ça peut être une bonne idée d'aller rencontrer, cet établissement, d'aller voir ce qu'ils proposent» et on le voit dans les stratégies sur les réseaux sociaux aussi, c'est de valoriser beaucoup plus, l'humain, d'avoir beaucoup plus de membres de l'équipe qui apparaissent à l'image, sur les réseaux,
Heu, c'est quelque chose aussi de récent. Auparavant, c'était, coucher de soleil, la chambre, la salle Mmh. de bain et cetera et jamais l'équipe et Complètement. aujourd'hui, dans la façon de traiter l'équipe aussi, il faut le faire de manière, le plus naturelle possible Ouais, et ça, ouais. c'est un grand, grand gap, c'est d'aller chercher de l'authenticité. Alors ça fait déjà plusieurs années, mais en tout cas, je prends un exemple très concret sur un établissement, on a fait le bilan 2024 sur les réels Instagram, les vidéos courtes qui avaient le plus performé sans publicité. Les 3 premiers, à chaque fois, on a un employé de l'établissement qui est à l'écran, à chaque Ah fois. ouais. Mmh. Donc Ah, c'est hyper intéressant. c'est très, Mmh. très puissant et bien heureusement, en plus avec, on parle d'IA tout à l'heure, bien heureusement, les humains vont encore avoir envie de connecter avec des humains et plus vous allez afficher, des visages, des personnes et plus vous allez avoir de résultats auprès de vos clients et surtout aussi, plus on a, un baromètre, une sensation sur la façon dont l'entreprise considère, ses employés, sur le fait de les mettre en avant. Mmh. Ouais, je c'est hyper intéressant comme point. Écoute, on a fait un bon tour, du sujet de la communication et je te remercie pour, ton expertise. À mon avis, à ce stade, tout le monde est convaincu, s'il n'était pas déjà, à quel point la communication est essentielle. De toute façon, s'ils sont pas convaincus, ils sont déjà partis. Hem Et je te propose donc un petit jeu qui s'appelle mots-clés contre bénéfices. Je te donne les règles, tu nous donnes un mot-clé, de ton choix, qui peut être utilisé par les auditeurs sur Apple Podcast, donc note plus, commentaire sur Apple Podcast avec le mot-clé. Ça marche sur Spotify, ça marche également sur YouTube sous, cet épisode puisqu'il existe aussi en vidéo sur YouTube. Celui ou celle qui met le mot-clé, obtient un bénéfice de ton choix et la parole est à toi pour nous donner le bénéfice et le mot-clé, bien sûr. Alors je pense que le mot-clé, par clin d'œil, ça va être Kaizen, Kaizen, écrit en toutes heu, lettres. écrit en toutes lettres. Voilà. Parfait, donc Je Kaizen. On verra si on accepte, Ouais, peut-être les est-ce qu'on autorise les fautes d'orthographe? Non, les non, écrivez-le correctement. et heu et ce que je propose, ce qui vraiment, est intéressant, c'est de faire un call de 30 minutes sur, les fameuses frictions, les points de contact, aujourd'hui sur internet lorsque quelqu'un découvre votre établissement. Analyser ensemble et vous faire un feedback immédiat Ouais. sur, voilà aujourd'hui, les frictions que je relève et ce que vous devriez améliorer en priorité pour ne plus perdre de réservations, silencieuses. Mmh et donc toi, tu fais un audit en direct, en fait, de l'établissement? Exactement, on se connecte, ça permet de faire connaissance, mais surtout directement d'afficher à l'écran, les différentes, points des réputations de l'établissement et de le faire en direct. Génial. Bon, moi, on prend pas de réservation sur mon site, mais si tu veux auditer Hospitality Insiders, je mettrai le mot-clé, ouais, également. Avec plaisir. Je te propose de passer à notre dernière partie, c'est les questions signatures. Toujours les mêmes sur Hospitality Insiders. La première, c'est un voyage dans le temps. Si tu pouvais revenir en arrière à n'importe quel moment de ta vie, de ta carrière, quand est-ce que tu irais et que ferais-tu différemment? Je Moi, je pense que ça serait de participer à un mastermind beaucoup plus tôt. OK. J'ai découvert trop tard. C'était beaucoup moins aussi courant, il y a 20 Oui. ans, dans les débuts de ma carrière, mais en tout cas l'intérêt de s'entourer, de bonnes personnes au sens qui ont les mêmes centres d'intérêt ou la même énergie, le même état d'esprit et de l'émulation en fait que Mmh. ça peut créer donc Complètement. le fait de bien s'entourer, et accorder ce temps pour échanger avec des pairs ou pas forcément en restant dans son secteur d'activité, pourquoi pas. Ouais. L'essentiel, c'est plutôt l'état d'esprit qui m'intéresse. Ça, c'est l'entrepreneur, qui parle et je te rejoins. Je suis passé par, ce chemin-là aussi. Le mastermind, c'est une bonne réponse et si je peux tirer un peu la couverture vers moi là-dedans, mais j'essaie d'amener à mon niveau un petit élément de réponse, mais sur l'académie Hospitality Insiders, ce que je viens de lancer, qui est ma formation en ligne. En fait, j'ai ajouté un élément de communauté, un bloc communauté qui, au début, n'était pas forcément prévu dans la V1, mais rapidement, j'ai eu cette demande et l'idée, c'est vraiment que, les hôteliers qui sont là-dessus puissent aussi aller poser des questions à des experts ou pas que, juste à des pairs, s'entraider, se passer des conseils. Tu vois, d'avoir cette dynamique-là
au quotidien. Moi, je sais que sur d'autres groupes d'entrepreneurs notamment, ça m'a aidé. Ça existait pas en fait dans l'hôtellerie-restauration classique, du moins j'en ai jamais rencontré. Donc de proposer ça avec un format, en ligne, c'est vrai que bon, il y a 10 ans, c'était moins pratique. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui permettent de le faire. Et les clubs, au sens large vont exploser. Là, il y a un tel besoin face à la solitude. On parlait d'entrepreneur, mais quelle que soit en fait, l'activité, hein, quel que soit son job, le fait de s'entourer, et de pouvoir connecter, grâce à ces clubs affinitaires, Mmh. communautaires autour de mêmes enthousiasmes partagés, c'est quelque chose qui va encore se démultiplier. Mmh, complètement. Question suivante sur une question de lecture. Est-ce que tu as une recommandation, d'un livre que tu aimerais nous partager? Communication, marketing ou tout autre sujet? Un tout autre sujet. Non, Tout autre sujet. il y a des passerelles, mais j'ai envie de mettre en avant Éloge de l'ombre, qui D'accord. est, un livre japonais, de Tanizaki, et c'est très intéressant de voir, la on va dire, l'approche de la subtilité du beau, de l'image, qui ne va pas forcément être comme on le fait parfois de manière criarde, c'est pour ça qu'il y a des passerelles avec, la communication, mais Ouais. toutes les photos en HDR ultra saturées, Mmh. les plus criardes possibles, mais là, il y a une explication du clair-obscur, et aussi de la patine des objets. Très intéressant de voir cette culture, japonaise, de de conserver la patine des objets, et au contraire d'admirer ces objets, non pas, heu, chirurgicaux, et Mmh. nettoyés, de toute vie, précédente. Donc c'est un livre, qui m'a beaucoup parlé par rapport à la culture japonaise, à cette idée du beau qui peut revêtir différentes formes en fonction des cultures. Excellent. Mais je viens de gagner sa place dans la bibliothèque, des invités du podcast. C'est un lien en ligne qu'on va retrouver dans la description du podcast, avec tous les livres qui ont été cités par tous mes invités depuis le début de la création de ce podcast. Il commence à y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous nous découvrez aujourd'hui, vous avez quelques livres à lire devant vous. Il y en aura assez pour l'année, ça c'est garanti. Est-ce que tu as J'irai voir. bah oui, avec plaisir. Est-ce que tu as, également une citation favorite ou un mantra? Beaucoup. Ah, j'en choisis une, hem, citation de Nietzsche: «Il Mmh. faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde». Il faut avoir une musique en soi pour faire danser Le monde, le monde. Très bien, qui me j'adore. parle beaucoup, on pourrait en parler longtemps. OK. Mais vraiment cette idée de ce qui résonne pour toi va résonner pour d'autres. Mmh. Donc déjà, d'être à l'écoute, c'est un thème qu'on retrouve beaucoup, chez lui d'ailleurs, d'être à l'écoute de ses singularités, et de chercher à creuser, à vraiment, mettre à jour ses singularités, plutôt que de rester dans les idées, les profils courants, tout ce qui va permettre en fait de curieusement, ça revient à ce que je disais sur le Instagram, c'est en allant vers du singulier, vers un exemple, c'est en allant vers quelque chose qui touche une seule personne qu'on va réussir à toucher un maximum de personnes. Donc plutôt tendre vers la singularité plutôt que l'universalité. Parfois, quand on Mmh. communique aussi, on a tendance à vouloir plaire à tout le monde. Donc on va être, le plus large possible, on va être le plus lisse possible, et à la fin, finalement, on plaira plus personne. Bien sûr. Ouais, super intéressant comme partage. Après toi, pour nous parler de ces divers sujets, qui aimerais-tu voir et entendre sur Hospitality Insiders? Alors je pense à Mélinda Frémondière, qui est la, responsable qualité. J'espère que c'est le terme. Le terme doit être bien mieux que responsable de qualité formation, au Carlton de Cannes. Très bien, excellent. Bah, tu nous Personne, mets en brillante, qui a tellement d'expérience que je pense qu'elle pourrait partager, beaucoup de choses. ça me va, tu nous mets en relation et puis je la ferai venir sur Hospitality Insiders, continuer la conversation. Quelqu'un qui aimerait, pour le coup, continuer la conversation avec toi cette fois-ci ou qui aurait
1000 mots-clés contrôle bénéfice. Comment est-ce qu'on peut te contacter? Je crois que le plus simple, c'est LinkedIn, tout simplement. En rentrant en contact dans LinkedIn, c'est le réseau sur lequel je suis le plus souvent. Ouais. Et pourquoi pas, sinon, le site internet de l'agence, sur agence-kzn.com. Mmh. Tout simplement, voilà, en écrivant quelques mots et Parfait, puis ouais, très bien. échanger. Je rappelle que toutes les références sont partagées dans la newsletter et il y a à chaque fois un article, web lié. On essaie aussi nous aussi de faire du SEO sur Hospitality Insiders et ça permet de retrouver également tout ça donc, en ligne ou sur la newsletter. C'est le moment de clôturer mon cher Mathias, c'est le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est le seul moment de cet épisode où je ne rebondirai pas sur ce que tu, vas dire, donc je te laisse la parole. Si tu avais un dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il? Ben, puisqu'on est dans le digital, parlons d'internet. Et internet dans tout son ensemble, c'est-à-dire dans le meilleur comme le pire, mais c'est de vraiment prendre conscience qu'on a de l'or dans les mains grâce à internet. On peut vraiment changer, que ce soit une marque personnelle ou que ce soit, l'établissement, on peut vraiment changer en très, très peu de temps, des trajectoires. Et je trouve qu'il y a une nécessité déjà de prendre le contrôle de sa pratique d'internet, reprendre le contrôle de ses notifications, de ce que l'on consomme sur les réseaux, et grâce à ça, de l'orienter vraiment dans l'apprentissage. Vous pouvez en très, très peu de temps, acquérir des connaissances dans les domaines que vous voulez, qui vont transformer votre vie.